Au menu de ce 19h30, recherche de la paix, sensibilisation à la cohésion sociale, le contexte sécuritaire fait prendre conscience. Les initiatives sont prises. La Ligue islamique pour la paix au Burkina Faso rend visite aux partis politiques. Elle s'est rendue dans les locaux de l'UPC. La situation sécuritaire a un impact également sur le respect des droits de l'homme. Les actions du gouvernement dans ce cadre ont été présentées hier au comité contre la torture en Suisse. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, disent les associations de défense des droits de l'homme qui œuvrent au Burkina Faso. Et puis, nous vous emmenons pour une deuxième fois à Tikan, où des classes de l'école primaire publique sont logées sous des arbres. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur place. Il a donné sa parole d'ici 2020. Cette situation ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Vous vous souvenez certainement de ces images, celles de ces salles de classe sous arbres et sous paillotes d'une école, l'école primaire publique B dans la province du Moun que nous vous avons montré dans notre série de reportages consacrés au monde de l'éducation et de l'enseignement. Des images qui avaient fait beaucoup jaser. Eh bien, ce 15 novembre, Luc Pabelgem est reparti à Tikan, mais pas seul cette fois-ci, avec le ministre de l'Éducation nationale. Et il a été témoin des promesses de Stanislas Ouaro aux élèves et parents d'élèves. Oui, il n'y aura plus d'élèves sous arbre, encore moins sous paillote d'ici 2020, a-t-il promis. Dans tout au plus 2 semaines, les élèves de CP1 sous l'arbre, de CP2 sous le hangar et de CE2 sous la paillote vont retrouver des salles de classe dignes de ce nom à l'école primaire publique Tikan B. Cette promesse de livrer l'infrastructure en construction à la fin du mois de novembre a été faite par l'entreprise en charge des travaux lors de la visite de chantier du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Une visite qui intervient 2 semaines après la diffusion d'un reportage sur BF1 sur les conditions difficiles dans lesquelles enseignants et élèves étaient en cette rentrée scolaire. Donc je suis venu spécialement ici et dans le cadre d'une tournée que j'effectue pour regarder un certain nombre de réalisations dans la province du Moun, mais ici spécialement parce qu'on a été interpellé. On a été interpellé par un de vos confrères donc, qui est venu donc, faire un reportage ici en montrant justement les conditions dans lesquelles les élèves sont. Les conditions difficiles, c'est vrai, mais le reportage de notre part n'était pas équilibré. Parce qu'il ne montrait pas les réalisations qui sont faites et il ne précisait pas que le bâtiment allait être disponible avant la fin du mois de décembre. Et il ne disait pas aussi pourquoi les enfants étaient sous des arbres, parce que nous avons détruit une des paillotes pour pouvoir implanter le bâtiment. Et c'est pour ça qu'ils sont venus pour équilibrer l'information et montrer quand même aux gens que le gouvernement n'est pas irresponsable. Le gouvernement est conscient de ce qui se passe dans ce pays. Le chef de l'État s'est engagé à effacer l'ensemble des paillotes. Ce travail est en train d'être fait. Nous sommes à un taux de réalisation de 60% de l'engagement du président et c'est bon aussi que cette information soit portée. Maintenant, je ne dis pas qu'à travers le pays, on n'a pas de situations comme ça. Après le reportage, Tikan B a eu un hangar grâce à l'APE en attendant le complexe qui va offrir plus de commodités. Les travaux de construction à Tikan B sont à 60% de taux d'avancement sur le bâtiment principal et de 32% sur l'avancement global selon la mission de contrôle. Je peux dire qu'il y a eu le changement d'un point A, on est allé à un point B. Je pense que c'est déjà bon. Et d'un point A, on est allé à un point B. Puisque le jour du reportage, il n'y avait pas ce hangar-là. Aujourd'hui, ici, à ce hangar-là, on pense qu'il y a eu en tout cas un changement. Et le travail à ce niveau-là, en tout cas, est en train d'être accéléré. Je pense qu'en tout cas, ça montre le moral. Si ce n'est pas peut-être administrativement, moi, j'ai pris l'engagement fin de ce mois, vu le contexte dont ils sont, fin de ce mois ou début décembre. En tout cas, je vais tout faire pour évacuer ce problème que les enfants sont sous l'arbre, sous paillote. Voilà. Plus loin, aux encablures de Dédougou à Massala, les travaux avancent à la satisfaction du ministre. La phase de toiture annonce également la normalisation de l'école primaire publique Massala B. Enfin, la satisfaction est venue de l'école primaire Borakui B à Dédougou. Bâtiment principal, forage et latrines sont tous bien avancés. Bâtiment, je sais que dans ce qui est derrière moi, dans 2 semaines, je peux le livrer avec les équipements que vous-même vous avez constatés. Le forage est déjà fini. Les latrines, ça n'est fait que quelques raccordements. Donc dans 2 semaines, on peut livrer ce bâtiment que vous voyez derrière moi avec tout l'équipement et l'éclairage. Les autres, si tout va bien, fin décembre, comme le ministre dit, on va tout livrer.
Cette visite entre dans le cadre d'une tournée générale entreprise par le ministre Stanislas Ouaro après le lancement de la construction de 100 complexes scolaires par le président du Faso. L'ensemble des chantiers devrait être terminé d'ici fin décembre. Je suis vraiment satisfait de l'état d'avancement des travaux et je pense que la centaine d'infrastructures que le chef de l'État a lancées le 15 juin pourra être entièrement réceptionnée au plus tard en fin décembre. Du reste, on a déjà une dizaine d'infrastructures qui sont déjà occupées parce qu'achevées totalement donc, par les élèves et les enseignants et qui attendent simplement donc, les inaugurations. Près de 7250 classes sont à construire pour la normalisation des écoles au Burkina Faso et le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales annonce la construction de plus de 2500 classes en 3 ans. Le reste est en cours et la préoccupation actuelle du département de Stanislas Ouaro est l'effacement des écoles sous paillotes afin de permettre aux élèves d'accueillir le savoir dans de meilleures conditions. On quitte la province du Mounou, direction le Passoré. On parle d'agriculture maintenant, notamment du projet NER Tamba. C'est un projet cofinancé par l'État et le Fonds international de développement agricole. Il vient en appui aux producteurs dans le secteur rural et vous allez le voir, il fait des heureux dans la province du Passoré. Abdelaziz Ossaré. Sourire aux lèvres, Suleiman Sankara n'arrive pas à cacher sa joie. La moisson sera bonne cette année pour lui. Dans son champ de 2 hectares situé à Tansé, dans le Passoré, les panicules de sorgho ont bien rougi, dansant au rythme du vent. Ce résultat, il a obtenu grâce à l'aide du projet NER Tamba, qui lui a offert des intrants agricoles. Le projet lui a appris également des techniques agricoles qu'il n'a pas hésité à mettre en application. Donc avant, quand c'était comme on arrêtait comme ça là. Mais maintenant, quand on a eu la technique là maintenant, en tout cas, on a pu travailler. Ça a réussi un peu. On n'a pas récolté d'abord, mais en tout cas, nous-mêmes, on voit que si on va récolter là, on va gagner plus ce qu'on a gagné l'année passée. Nous a aidé. Mais si on a trouvé que les gars n'ont qu'à nous jeter plus que ça encore, on veut ça. À Tema Boquin, c'est un jardin maraîcher et un bas-fond que le projet a aménagé au profit des populations. D'une superficie de 40 hectares, il est exploité par 482 personnes, dont 275 femmes. Voilà. Le riz a déjà dépassé l'étape de l'épiaison et c'est même la récolte à certains endroits. Avant, nous n'avions pas conscience de l'importance de ce bas-fond. Mais grâce à ce projet, nous avons pu l'exploiter. On peut dire maintenant que le riz sera abondant dans notre village. On peut espérer récolter plus de 1000 tonnes de riz cette année. Pour le chef de service de la direction provinciale d'agriculture, le projet NER Tamba est bienvenu dans le Passoré. Ces différentes réalisations dans la province sont satisfaisantes. Cette année, la pluviométrie n'a pas été facile. Et au regard, effectivement, quand vous regardez les bénéficiaires, en tout cas, de l'appui de ce projet, on peut tirer leur épingle du jeu grâce aux aménagements, notamment les demi-lunes et les ailes avec les cordons purés également. Donc c'est dire que vraiment les résultats ont été bénéfiques par rapport à ceux qui n'avaient pas pu bénéficier de ces appuis-là. Le projet NER Tamba est un projet né de la volonté de l'État burkinabé et du Fonds international de développement agricole pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Il intervient dans 3 régions du Burkina Faso, l'Est, le Nord et le Centre-Nord. Il est prévu pour durer 5 ans. Changement de cap, la situation sécuritaire délétère fait prendre conscience de plus en plus de l'importance de la cohésion sociale et de la paix. Les initiatives se multiplient pour la sensibilisation et c'est la Ligue islamique pour la paix au Burkina Faso qui s'est saisie de son bâton de pèlerin direction les QG des différents partis politiques. Première escale, les locaux de l'Union pour le progrès et le changement. Archimède Boy. La Ligue islamique pour la paix au Faso dans les locaux de l'Union pour le progrès et le changement UPC à Ouagadougou. Cette visite rentre dans le cadre d'une tournée de la Ligue auprès des formations politiques. L'organisation religieuse est consciente que les politiques ont un rôle important à jouer pour la paix dans le pays. Tout le monde sait ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui. Et personne n'est content de ce qui se passe au Burkina Faso. Que tu sois à droite, à gauche, au centre, personne n'est content de ce qui se passe. Donc nous avons estimé que c'est normal et de notre droit de faire ce que nous pouvons faire pour aller là où on doit aller.
échanger avec les uns et les autres pour voir dans quelles conditions on peut contribuer ensemble pour qu'il y ait la paix. Le président de l'UPC reconnaît que la paix et la cohésion sociale sont menacées par l'hydre terroriste. Une situation qui crée des déplacements de population et occasionne des tensions entre communautés. On a vu que ces actes terroristes-là ont aussi provoqué une certaine désagrégation du tissu social. Quand vous regardez un peu le nombre de réfugiés internes qui traversent les frontières d'autres pays ou des provinces de notre pays pour aller vers d'autres provinces, quand vous regardez les tensions communautaires qui sont souvent créées sur la base de ces attaques-là, ça montre bien qu'on a aussi un défi. Et tout cela se passe dans un contexte où la question de la réconciliation nationale était déjà posée depuis plusieurs années. Et je crois que c'est tout ça qui les a incités à venir parler aux acteurs politiques là que nous sommes pour voir dans quelle mesure on pourrait user de notre influence auprès de ceux qui ont la charge de la destinée du pays là pour qu'il y ait des démarches décisives tendant à faire en sorte que, Inch'Allah, in fine, la paix revienne au Burkina Faso. L'Union pour le progrès et le changement, au sorti de cette rencontre, a pris l'engagement d'œuvrer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette autre initiative d'une autre confession religieuse, l'Église catholique insiste dans son engagement humanitaire face à la multiplication des sources de conflits aux conséquences des changements climatiques et leurs corollaires de personnes vulnérables qui en résultent. Eh bien, l'Ocades Caritas Burkina lance le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban. Abdulrazak Traoré. De 87 000 déplacés internes en janvier dernier, le Burkina Faso enregistre près de 500 000 déplacés en octobre 2019. Des chiffres vertigineux qui ne cessent de flamber au regard des dernières attaques terroristes. La réponse apportée à cette crise humanitaire ne satisfait pas l'Église catholique. Les réponses pour juguler ces crises et ces catastrophes se limitent très souvent à des secours d'urgence coûteux, non durables, qui suscitent davantage de besoins, la dépendance est parfois peu adaptée aux besoins et aux préoccupations des victimes. L'Église Famille de Dieu au Burkina Faso, à travers sa pastorale sociale, se doit d'agir. Un devoir d'agir, c'est tout le sens du Fonds catholique de solidarité Alfred Diban, lancé par l'Ocades Caritas Burkina. Face à la presse, la conférence épiscopale Burkina-Niger s'adresse aux fidèles catholiques, mais pas que. Toute bonne volonté à l'intérieur comme à l'extérieur du pays est appelée à faire parler son cœur. Le Fonds Alfred Diban est une démarche, justement, qui vise à collecter de façon conséquente des fonds qui vont permettre par la suite de fonctionner comme Église sans avoir plus besoin de ces quêtes fréquentes et récurrentes. La collecte des fonds va s'effectuer partout où le besoin se fera sentir. Le monde agricole est inclus. Donc ils ont toute la possibilité, donc soit d'abord de vendre leurs produits et de faire leur contribution en argent, donc, ou d'aller trouver les structures locales et de faire, comme d'ailleurs cela s'est toujours fait dans nos églises, leur contribution en nature. Des quêtes seront lancées dans tous les diocèses dans le cadre d'une première campagne nationale de mobilisation des ressources du 17 novembre au 1er décembre 2019. Éventuels donateurs peuvent nous faire parvenir leurs dons par Orange Money au 67 12 00 03 ou par Mobicash au 60 78 58 70 ou encore par transfert bancaire au 17 000 13 73 01 866. Le fonds va intervenir dans la prise en charge des victimes des crises humanitaires dues aux catastrophes naturelles, aux crises alimentaires, aux crises sociopolitiques, entre autres. Il n'est pas exclu qu'il soutienne des structures éducatives et de prise en charge des malades mentaux, des toxicomanes et des alcooliques.
La dégradation des conditions de sécurité se conjugue souvent, très souvent, avec bafouement des droits de l'homme. Le cas du Burkina Faso en est l'illustration parfaite, et ce, malgré les efforts et les actions menées par le gouvernement et les associations. Un rapport a été présenté devant le Comité contre la torture à Genève hier, 14 novembre. Séance retransmise en direct par vidéoconférence au Centre national de presse Norbert Zongo, en présence d'associations de défense des droits de l'homme. Madina Sinou y était également. À partir de la salle de conférence du Centre national de presse Norbert Zongo, ces défenseurs des droits de l'homme prennent connaissance des actions menées par le Burkina Faso en matière de promotion des droits de l'homme. Le rapport est présenté depuis Genève en Suisse devant le Comité contre la torture. Et pour ces défenseurs des droits de l'homme, la situation s'est fortement dégradée, et ce au regard des récents événements. Vous avez vu que courant juillet, alors des gardés à vue sont morts dans une unité de détention. Vous avez également suivi qu'en mars, au cours d'une opération, des exactions ont été commises sur des populations, notamment à Kain-Ouro, où des gens effectivement ont fait l'objet d'exécutions sommaires et extrajudiciaires. Et un peu partout où l'insécurité sévit, alors on constate, on récolte, des gens se plaignent de telle sorte de traitement, de telle sorte de torture, de sorte que la réalité c'est qu'aujourd'hui, en matière de protection des droits humains, particulièrement en matière de lutte contre la torture, on n'avance pas. Pour ces associations de défense des droits de l'homme, le Burkina Faso excelle dans la ratification de textes visant à lutter contre l'insécurité, mais ne fait aucun effort pour les appliquer. On a aujourd'hui un certain nombre de textes assez liberticides. Quand vous prenez la plus récente, en matière de lutte contre le terrorisme, où pratiquement on est en train de museler la presse et les défenseurs des droits humains. Alors, on a toujours ce qui est en actualité, l'arrestation d'un activiste, la personne de Naïm Touré, hier de façon musclée. Vous avez vu également que des militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina, ODJ, ont été assassinés à Seba alors qu'ils se rendaient à une audience avec le haut-commissaire de la province. Donc, l'un dans l'autre, ce sont des textes qui ne favorisent pas l'expression des droits humains. Vous avez également la loi sur l'état d'urgence, où cette loi permet qu'on restreigne gravement les libertés, alors que ce ne sont pas à partir de ces textes qu'on va résoudre le problème du terrorisme. Ce n'est pas en violant les droits humains qu'on viendra à bout des terroristes. En présentant son troisième rapport périodique au Comité contre la torture, le Burkina Faso est en quête d'accompagnement de la communauté internationale pour la promotion des droits de l'homme. Cet accompagnement se traduira par des recommandations d'experts sur la question de la torture. Les organisations de la société civile s'engagent déjà à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces futures recommandations. Les 14e journées de l'entrepreneuriat burkinabé ont pris fin hier avec plusieurs prix de félicitations et d'encouragement décernés à des jeunes entrepreneurs prometteurs. Le résumé de la cérémonie avec Rémi Lambert-Nébier. Des idées novatrices, mais aussi des valeurs de civisme fiscal et de responsabilité citoyenne ont caractérisé les entreprises participantes à cette 14e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Les primer, c'est plus encourager et stimuler l'esprit d'entreprendre plutôt que de récompenser numérairement un quelconque mérite. Et ils étaient nombreux à recevoir les prix d'encouragement et les félicitations de plusieurs institutions, preuve de la diversité des potentialités d'entrepreneuriat qu'offre l'économie burkinabé. Nous vendons du poisson frais, fumé et séché. Et pour notre activité, nous avons opté pour l'usage de l'énergie solaire et du gaz butane. Cela parce que l'usage du bois provoque la sécheresse et la pollution de l'environnement. Nous sommes venus participer et on a été primés pour cela. Nous avons reçu 1 million de francs CFA et ça nous encourage énormément à persévérer et à innover davantage. Des prix institutionnels, mais aussi ceux du gouvernement qui, à travers les journées de l'entrepreneuriat, réaffirment la place du choix qu'il accorde au secteur privé pour booster l'économie nationale. Et ce sont des choses qui contribuent en tout cas à renforcer ce secteur privé, à montrer qu'on est capable de s'arrêter à un moment donné
donné pour magnifier la qualité du travail des uns et surtout que les critères sur lesquels on se base pour choisir les entreprises sont des critères qui appellent au civisme fiscal, qui appellent donc au respect, donc, j'allais dire la chose publique, mais aussi en termes donc, de qualité des produits, de prestations qui sont. Et pour aussi montrer clairement que le slogan selon lequel le secteur privé est le moteur de l'économie n'est pas en 20 mots. C'est aussi des occasions comme ça qu'on magnifie les meilleurs et qu'on encourage ceux-là qui sont porteurs d'idées nouvelles. Cette 14e édition a été axée sur les entreprises agricoles et elle a été une occasion pour améliorer les conditions de l'entrepreneuriat dans ce secteur. Pourquoi beaucoup ont des bonnes idées pour le développement de l'entrepreneuriat agricole, mais il y a des difficultés. Et ces difficultés sont souvent des difficultés d'accompagnement technique et des difficultés d'accompagnement financier. C'est pourquoi nous avons décidé au cours de ces journées de mettre en partenariat les intermédiaires financiers, c'est-à-dire les institutions financières et les institutions d'appui au secteur privé pour qu'ils s'asseyent, ils parlent affaires, de manière à ce que chacun puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous avons eu au cours de ces échanges plus de 600 qui sont venus et qui ont eu des échanges. Et sur ces 600, si nous avons rien que 30% qui se réalisent, c'est déjà quelque chose. Et de ces échanges-là, certainement naîtront des grands chefs d'entreprise de demain. Plus de 750 personnes ont assisté aux conférences thématiques organisées et plus de 100 contacts d'affaires ont été établis lors des rencontres B2B de ces 14e journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Elles étaient 75 personnes, des brigadières et des jeunes à recevoir hier des attestations de fin de formation et du matériel de travail dans la commune de Manga. Une opération qui entre dans le cadre des programmes du PJDC, le projet emploi des jeunes et développement des compétences. Majid Bakouan, Madina Sienou. Ils sont au total 75 jeunes et femmes à recevoir des machines de couture et des attestations de fin de formation en couture. Cette formation qui a duré 2 ans s'inscrit dans la mise en œuvre du projet emploi des jeunes et développement des compétences. Ce renforcement de capacité devrait leur permettre d'améliorer leurs performances dans le domaine de la couture, même si des efforts restent encore à faire selon les bénéficiaires. Bon, vraiment, je suis content d'avoir cette attestation. J'ai déjà mon projet et je l'ai commencé. Je suis en train de... Bon, d'abord, la formation, ce n'est pas trop suffisant. Je suis en train de continuer pour un stage ou bien, pour la formation toujours, quoi. Donc, mais après quelques mois, je vais commencer mon entreprise. Voilà. Bon, je suis très contente parce que je continue dans la couture et je cours les tenues de mix couture, les hommes et les femmes. En tout cas, c'est le moyen qui manque, des machines et les moyens pour ouvrir mon atelier. Sinon, j'ai vraiment la... Financé par la Banque mondiale, le projet emploi des jeunes et développement des compétences vise à favoriser l'accès à des emplois et l'acquisition de compétences professionnelles des jeunes peu ou pas scolarisés en vue de leur offrir des opportunités d'accès à l'emploi. Donc en tout, pour nous, en tout cas, les résultats sont satisfaisants. En tout cas, les objectifs que nous sommes assis ont été largement atteints. Et bon, c'était un motif de satisfaction. Et cette cérémonie de matin, lorsqu'on voit un peu l'engouement qu'il y a autour des activités du projet, quand on voit effectivement donc, la joie qui se lit donc, sur les visages donc, des différents bénéficiaires, on se dit en tout cas que l'intervention donc, du projet a apporté donc, un plus dans le quotidien donc, des jeunes et femmes de la ville de Manga. Et pour nous, en tout cas, ça va les permettre donc de sortir, j'allais dire, de la pauvreté, de s'insérer donc au plan professionnel. En tout cas, c'est les objectifs donc du projet. Et bon, pour nous, elles sont largement atteintes. La formation de ces jeunes et femmes a été assurée par la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina Faso. Son président invite le gouvernement et ses partenaires à poursuivre cet engagement afin d'accompagner les jeunes dans la formation professionnelle. Après 8 ans de mise en œuvre du PAPSA, le gouvernement et la Banque mondiale font le bilan du projet. Qu'est-ce qui a bien marché? Pourquoi certaines choses ont moins bien fonctionné? Et que faut-il faire pour de meilleurs résultats? Voilà les questions sur lesquelles les acteurs se sont penchés à Bobo Dioulasso. Ibrahim Compaoré, Soto Justin Dabiré.
78 participants prennent part à la 3e et dernière mission bilan d'appui conjointe à la mise en œuvre des activités du PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Signé entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale depuis 2010, le PAPSA avait pour mission principale de finaliser la mise en œuvre de certaines activités majeures, telles que les aménagements des périmètres irrigués et leur exploitation, l'embouche bovine et ovine et la production halieutique. 8 années de mise en œuvre après, plus de 850 000 bénéficiaires directs ont été atteints pour une cible attendue de 800 bénéficiaires. Le bilan est assez éloquent. En attendant qu'on tire, n'est-ce pas, les leçons de cette 3e et dernière session. Mais d'ores ou déjà, quand même, dans les 3 secteurs qu'on a cités, quand même, vous avez vu les statistiques en termes de production agricole qui prend en compte les céréales, qui prend en compte les légumineuses, qui prend en compte les tubercules de racines, qui prend en compte également la culture maraîchère. C'est vraiment une gamme assez élargie au niveau de la production agricole. Au niveau de la production animale, on a dit, les secteurs qui sont couverts, c'est entre autres le lait, l'élevage de la volaille, le porc, et l'embouche bovine ou ovine. Ça, c'est vraiment assez important. 113 millions de dollars, soit environ 55 milliards de francs CFA, ont été mis à la disposition du gouvernement burkinabé par la Banque mondiale pour faciliter la mise en œuvre du PAPSA. Nous avons, dans un premier temps, mis à la disposition du gouvernement 40 millions de dollars pour la première partie du projet. Et au regard des résultats, nous avons fait un financement additionnel d'un montant de 73 millions de dollars. Donc au total, vous avez 113 millions de dollars que la Banque mondiale donc, a mis à la disposition du gouvernement. Au cours de cette rencontre d'échange, des actions seront mises en place par les participants en vue de pérenniser le projet, selon le chargé d'études au secrétariat général du ministère en charge de l'Agriculture. Nous allons nous appeler durant ces 3 jours, voir donc les actions de pérennisation de ce projet. Parce que vous allez voir dans la salle, il y a près de 80 participants qui sont attendus. De tous les secteurs, toutes les parties prenantes, ils sont représentés. Soit le secteur privé, la société civile, le gouvernement, tout le monde est présent pour réfléchir sur les actions à mettre en place, pour pérenniser. Parce qu'on s'est ravivé très tôt que généralement, après les projets, tout ce qui est acquis, généralement, part dans l'eau. Il faut que nous commencions à travailler dès à présent, à pérenniser, à rendre durable ce que nous avons acquis lors du projet. Également à cette rencontre, les résultats et les performances globales du projet depuis sa mise en œuvre seront analysés par les participants ainsi que les performances en matière de la passation de marché, de la gestion financière, du suivi et évaluation, de la communication et de la prise en compte de la sauvegarde environnementale et sociale. Et on termine ce journal avec ce sujet santé. On parle du diabète. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le diabète. Au Burkina Faso, la maladie concerne plus d'1 million de personnes. Alors, le ministère de la Santé opte pour la sensibilisation afin d'endiguer la maladie. Professionnels de la santé et journalistes ont échangé sur le sujet ce matin au cours d'une rencontre. Abdulrazak Traoré, surtout. Il touche majoritairement les personnes de plus de 40 ans, mais le diabète peut concerner également les jeunes. Il s'agit du diabète de type 1, différent du type 2, qui fait plus de victimes. Moins fréquent, il est dû au manque ou à l'absence de l'insuline dans l'organisme. L'insuline, c'est ce régulateur qui maintient la glycémie à des valeurs normales. Dans tous les 2 cas cités plus haut, la prévention demeure le moyen le plus efficace pour contrecarrer cette maladie chronique qui touche plus de 420 millions d'individus dans le monde et plus d'1 million de Burkinabés. Quelle attitude adopter pour la prévention? C'est déjà avoir une bonne alimentation. Et quand on dit une bonne alimentation, c'est de manger moins gras, de manger moins salé, de manger moins sucré, de faire des activités physiques, ne pas être sédentaire, et manger beaucoup de fruits. Et bien sûr, en tout cas, se faire dépister régulièrement pour la prise en charge précoce. Éviter les aliments trop sucrés, ce conseil pratique mal appréhendé par bon nombre de consommateurs. Les spécialistes attirent les attentions. L'alcool contenu dans les bières les plus prisées est constitué de sucre fermenté. La bière n'est donc pas exemptée. Uniquement dès qu'on dit de boire, d'éviter les sucrés, les gens pensent que même la bière, l'alcool, c'est du sucre fermenté. Donc c'est d'éviter aussi ces alcools. C'est vraiment, il y a plein d'aliments qui envoient des sucrés. Ce n'est pas que les boissons sucrées.
La journée mondiale contre cette épidémie est célébrée chaque 14 novembre. Au Burkina Faso, la célébration officielle est prévue pour le samedi prochain du côté de la commune de Saba. Le ministère de la Santé et ses partenaires prévoient plusieurs activités autour de la thématique liée à l'implication de la famille dans la lutte contre le diabète. Mais reconnaissons que de plus en plus. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée tout au long de ces jours. Demain, vous aurez rendez-vous à 19h30 avec Obengue Bré. Restez sur la télévision BF1 tout à l'heure à 21h00. Ça sera le Sport Time avec John William Somda et toute son équipe. Ils vont certainement revenir sur le match Étalon-Ouganda qui s'est soldé sur un score de 0 but partout. Vous verrez, vous entendrez les analyses, mais aussi les critiques comme d'habitude.